Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Et sans transition, sans transition, on recommence tout de suite. On va embrayer avec la dernière vidéo sur cette session, sur la toile de fond de Medieval 2 Total War Stainless Steel. J'espère en tout cas que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Ah, il est tard, hein, il est déjà 1h du matin. Hein. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Ah bah dis donc, une entreprise de merde. Oh bah dis donc. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Écoutez, là, on va terminer avec l'Europe de l'Est et avec l'Europe du... Ah non, t'inquiète, YouTube est de retour. YouTube est de retour, copain. YouTube est de retour. On va terminer avec l'Europe de l'Est. Hop. Et on va démarrer avec la Pologne. Le royaume de Pologne. Alors, c'est des sujets en plus qui sont moins connus en France. Ouais, j'ai quand même essayé de m'attarder un petit peu parce que c'est dommage, c'est quand même intéressant. Et au moins pour vous brosser une histoire rapide du Moyen-Âge de ces États. Le royaume de Pologne. Comme vous pouvez le constater, le royaume de Pologne, il n'est pas brillant, brillant. Hein. Il n'est pas brillant, brillant. Hop. Mais je ne sais pas. Ok. Bon. D'accord. Merci. Qu'est-ce qu'il me montre là? Ouais. Ok. Ok, ok. Bon, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est pas grave. Embrayons, embrayons, embrayons. Avant de parler de la Pologne, on va parler d'une faction très importante de l'Est, que pour l'instant nous n'avons pas ici. C'est normal, c'est historique. C'est historique. Qui va jouer un rôle majeur dans la géopolitique de la zone pour toute la fin pour tout ce Moyen-Âge, toute cette deuxième partie du Moyen-Âge, c'est l'ordre teutonique. L'ordre teutonique, il a été fondé au siège d'Acre. Ah, je condamne, j'ai raté le message de la poutre d'Amako. Ah, attention dans le chat, hein. Pas d'insanité, pas d'horreur, hein. La poutre d'Amako. Hein. Lewandowski. Lewandowski, j'ai pas la ref. C'est plus ce que c'est ça. L'ordre teutonique a été fondé au siège d'Acre pendant la troisième croisade en 1190. Troisième croisade, du coup on en a parlé, hein, Philippe Auguste, Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion mènent le siège d'Acre. Ah, tu vas te naturaliser polonais, est-ce que ça ne m'étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Et du coup, l'ordre teutonique a été fondé à cette occasion. À l'origine, c'est un espèce d'ordre d'hospitalier chargé de soigner les blessés, etc. Bon, bref, comme un peu tous les ordres de cette époque. Calmez-vous, hein, calmez-vous quand même. Hein. Et qui ensuite vont devenir un ordre militaire. Cet ordre militaire va obtenir des chartes et va se faire établir en Allemagne. Et notamment à terme en Prusse, ici. Pourquoi en Prusse? Parce qu'en fait, cet ordre va être le principal moteur de toutes les croisades de l'Est et des pays slaves. On l'oublie un peu, hein. On parle des croisades, on a l'impression qu'il n'y a eu que des croisades là, ici, sur les États latins d'Orient, etc. Pourquoi pas la Reconquista? Il y a eu des croisades en Afrique, et il y a eu des croisades à l'Est, sur l'Est, et ces croisades à l'Est, c'est l'ordre teutonique qui va les mener. C'est des croisades extrêmement violentes. Hein. Faut voir que là, les massacres de païens, les massacres de slaves, ça y va, mais à fouera. Hein. Ça y va à foison. Ça y va à foison. C'est assez hardcore, hein, d'ailleurs. Mais ces croisades à terme vont réussir à mater le peuple des Prusses, qui est là ici, et la Prusse va devenir le bastion de l'ordre teutonique. On va avoir une antenne également de l'ordre teutonique qui va être l'ordre de Livonie. Voilà, la Livonie. Ici, là, c'est le... Comment on dit? Pas le Kurzem. Putain, j'ai oublié le nom. Ah putain, c'est quoi? Kurzem, ouais, bon, bref. L'ordre de Livonie, ici. Et ces ordres vont batailler contre les païens
pendant quasiment 300 ans. Donc du coup, ils vont batailler contre les païens, c'est-à-dire contre tous les Slaves qu'on a là ici dans la zone. La Prusse ne faisait pas partie du Saint-Empire, pas encore. Le Courland, merci. Merci Eurofante. Le petit vassal là dans Empire Total War, le Courland. La Prusse ne faisait pas encore partie du Saint-Empire. À l'époque, tu vois, le Saint-Empire, il s'étend à peu près jusque-là, hein, jusque Stettin, etc., la Poméranie, et encore, Poméranie est discutée, hein, il y a encore des trucs. Exactement. Oh, les Pruthènes, ouais, oula, ouch, oh my gosh. Bon, en gros, c'est le peuple des Prusses, quoi. On les appelle les Prusses en général, et ces Prusses, ensuite, rejoindront le Saint-Empire beaucoup plus tard. Mais tu le vois, effectivement, la Prusse même ne fait techniquement pas partie du Saint-Empire, en fait. Quand tu réfléchis bien, parce que je pense à mon avis, tu penses au royaume de Prusse et au Brandebourg. L'électeur de Brandebourg est membre du Saint-Empire par le territoire du Brandebourg, mais quand il va devenir roi de Prusse, son royaume de Prusse ne fera pas partie du Saint-Empire. Tu vois? Toujours pareil, les ambiguïtés et les travers du monde féodal. Tu vois? Ces terres du Brandebourg sont terres légitimes d'Empire, lui permettent d'avoir titre d'électeur. Ces autres terres sont un royaume, qui n'est pas un royaume impérial. Tu vois? Elles ne font pas partie techniquement du Saint-Empire. Tout comme à côté, tu as des terres du Saint-Empire qui feront partie du Saint-Empire, mais qui appartiendront à des personnes qui ne sont pas du membre du Saint-Empire. Typiquement la France. Enfin bref. Passons. Donc l'ordre teutonique, qui va massacrer, défourailler du païen pendant 300 ans. Polonais supérieur aux Allemands. Bon, écoute, pas de jugement de valeur, mais ouais, du coup, moi je préfère les Polonais aux Allemands. Hein. Si c'est juste ça la question, effectivement. Hein. Nos chers teutoniques vont batailler contre les Lituaniens, ils vont batailler contre les Slaves, ils vont même ensuite batailler contre les catholiques polonais pour des questions d'influence, etc., des questions de domination de territoire. Et à la fin, d'autant que la chrétienté des Polonais parfois est un peu remise en cause. On va comprendre pourquoi. Ce qui va donner du grain à moudre à pas mal d'offensives teutoniques. La fin des teutoniques, symbolique, elle est en 1410. 1410, Tannenberg. Tannenberg, c'est une bataille fondatrice de l'imaginaire allemand. Les armées conjuguées de Pologne et de Lituanie, on y reviendra, vous inquiétez pas, vont écraser l'ordre teutonique à Tannenberg en 1410, tuant le grand maître des teutoniques, etc. Un coup d'arrêt majeur à leur expansion. Derrière, ils survivront, mais ils ne seront plus jamais les mêmes, et ils finiront par être complètement bouffés. 1410, c'est la fin de la domination des teutoniques. Il faut voir que c'était vraiment une puissance majeure de la région, économique, d'influence, militaire, écrasée en 1410. Donc voilà. Ok. On est pas mal. Et Tannenberg, c'est fondateur de l'imaginaire allemand. Hein. C'est les Slaves qui battent la fine fleur de la chevalerie allemande dans l'idée de l'imaginaire allemand. C'est pour ça qu'en 1914, quand les Russes vont être arrêtés en Prusse par Hindenburg, on appellera ça la bataille de Tannenberg. C'est pour venger le Tannenberg du Moyen-Âge. Voilà. On passe à la Pologne. La Pologne, du coup, c'est un royaume chrétien catholique, comme on a dit. Hein. Donc, qui n'est pas la cible de croisade de la part des Teutoniques, mais qui est l'objet d'une lutte d'influence. Elle a été christianisée à peu près au IXe siècle. La grande dynastie polonaise régnante de l'époque, c'est la dynastie des Piastes. Alors, je ne sais plus s'il le montre. Oui, c'est ça. C'est les Piastes. Les Piastes, c'est la grande dynastie qui va régner et qui va être la dynastie qui va tenir pour à peu près les 400 ans à venir. Les premiers rois, d'abord, vont batailler à l'ouest pour se faire reconnaître par le Saint-Empire romain germanique. Vous allez voir que l'histoire de ces différents états de la zone, c'est une histoire un peu au carrefour d'influences, et notamment de l'influence du Saint-Empire. Puisque l'objectif de la Pologne, c'est en partie d'être reconnu comme État européen par le pape, etc., et par le Saint-Empire. Au point que, terme, par moment, la Pologne va ployer le genou sous certains rois, je ne rentre pas dans les détails de la dynastie, etc., mais il y a certains rois qui vont ployer le genou devant le Saint-Empire. Donc au sens, ça ne veut pas dire que la Pologne fera partie du Saint-Empire, ça veut dire qu'elle sera tributaire du Saint-Empire et vassale de l'empereur. Vous voyez? Mais les terres de Pologne ne sont pas des terres impériales. Les deux sont différents. Et par moment, à côté, par contre, la Pologne va aussi être capable d'influencer la politique de l'Empire et notamment des États russes. La Russe de Kiev notamment. Toutes les régions de Galicie et Volhynie, là, qu'on a là. Alors, c'est ça, la Galicina, ça doit être ça, voilà. Galicie ici, Volhynie. Toutes ces régions-là vont être des régions où, très régulièrement,
les Polonais vont s'en emparer. Même au Moyen-Âge. Même au Moyen-Âge. Pareil pour la Bohême. Il va y avoir un partage de la Bohême et de la Moravie, mais par moment, la Pologne va faire des incursions en Bohême. C'est pour ça que la Bohême n'est pas totalement à l'époque dans l'escarcelle impériale. Elle est l'objet d'une lutte d'influence entre Pologne et Empire. Mais à la fin, le partage globalement, ça va être la Bohême à l'Empire et la Moravie, la Silésie, ces terres-là ici vont être à la Pologne. Mais le grand point négatif de la Pologne, et c'est le point négatif de toute son histoire, c'est sa noblesse. Sa noblesse, elle a toujours été une noblesse qui a été turbulente et avide de ses privilèges. Le grand roi polonais de l'époque, c'est le roi Casimir. Je ne sais pas si là il est là. Non, je le vois pas. Peut-être lui là. Vladislas. Non, c'est Ladislas ça. Non, il n'est pas là. Je vois pas Casimir. Non. Le grand roi polonais de l'époque, c'est le roi Casimir III. Casimir III va par moment être obligé, pour faire taire sa noblesse turbulente, d'aller chercher le soutien de l'Empire et des Russes, toujours. Et de se mettre parfois dans les mains de différents voisins. On en est au point où le Saint-Empire romain germanique va parfois nommer des rois polonais. Vous voyez du degré d'influence qu'il y a dans la zone. Donc c'est un État en pleine constitution qui n'est pas encore le grand État royal polonais qu'on a en idée quand on pense à la bataille de Tannenberg ou à la bataille de Vienne. C'est un peu l'âge d'or polonais, ça. C'est les 200 ans d'âge d'or polonais. Les enfants. Et là, on est un peu dans un espèce de proto-État qui se constitue, il n'y a pas de souci, mais qui est l'objet de diverses influences, qui arrive à influencer ailleurs, qui est comme un État puissant, mais où par moment, il va être dans les mains de l'Empire, des fois de manière assez incroyable. Mais en tout cas, tous ces troubles vont amener à des périodes d'instabilité. À un moment donné, ce que je vous dis sur cette noblesse, on va même appeler ça un espèce de démembrement de la Pologne. Qu'on n'en est pas au point des grandes séparations de la Pologne du XVIIIe siècle, mais un démembrement de la Pologne, c'est à peu près dans la période avant celle où on arrive, où vraiment on va avoir un éclatement de la Pologne en une multitude de fiefs. Toujours avec le nom de royaume de Pologne, mais vraiment avec une multitude de fiefs. De micro-fiefs quasiment autonomes. Vraiment une espèce de féodalité poussée à l'extrême en Pologne. Et on voit ça, on comprend derrière avec cette... Alors pourquoi ils en sont arrivés là J'ai essayé de regarder un petit peu. J'ai pas eu trop le temps de pousser. Il semblerait quand même que ça ait un lien avec cette christianisation un peu tardive et avec cette influence de pas mal des païens. Toujours pareil, le fait que les païens fassent des incursions fait que vos féodaux sont plus développés. Ils ont plus d'autonomie, plus de marge de manœuvre. Donc il me semble que c'est beaucoup joué. Et puis la proximité avec le Saint-Empire. Et le problème, du coup, cette ère de fragmentation des duchés et de féodalité extrême, c'est une ère quand même de développement économique et autres. Il y a l'arrivée des ordres militaires aussi qui arrivent, il y a l'arrivée de l'ordre teutonique en même temps. Donc vous allez avoir un développement commercial, etc. Bon, bref, l'influence des marchands allemands qui va commencer à se faire sentir, etc. Et le vrai retournement, les Piastres vont tenter de reprendre les choses en main, le vrai retournement, il aura lieu avec la dynastie des Jagellons. Les Jagellons, c'est beaucoup plus tardif. On est fin 14e siècle. Donc vous comprenez que l'histoire de la Pologne pendant toute cette période, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'attarder non plus, elle n'est pas brillante, quoi. Elle n'est pas brillante. C'est un État qui compte dans la zone, c'est une puissance régionale, mais on n'est pas sur une histoire brillante d'un État qui a influencé toute l'Europe. Loin de là. Loin de là. Le vrai boom de la Pologne, c'est la dynastie des Jagellons. Les Jagellons sont lituaniens, tout à fait, Hierophante, et on va y revenir. Les Jagellons sont lituaniens. Alors, ils ne sont pas exactement lituaniens, c'est que l'origine de la dynastie est une dynastie mixte. Puisqu'en fait, est-ce que je l'explique maintenant? Oui, je l'explique maintenant. Comme ça, vous allez comprendre. On va parler de la Lituanie avant. Comme ça, on finira avec l'arrivée des Jagellons. J'ai jamais croisé un kebab pas halal, sauf chez les forains. Les forains, ouais, j'avoue que les forains, ils doivent en avoir rien à foutre. Ouais, mais là, les forains, si tu tentes un kebab de chez les forains, tiens-toi à manger du chien et du chat. Parce que là, mon Dieu, ça va être une catastrophe. On va parler des Lituaniens d'abord, comme ça on pourra finir sur Tannenberg et le destin croisé de la Pologne-Lituanie. La Lituanie, du coup, vous le voyez là, c'est un État païen. C'est un État païen. C'est l'un des derniers grands États païens d'Europe. C'est assez rare pour être souligné. Donc je suis content qu'il l'ait mis, parce qu'il n'était pas dans le jeu Vanilla. C'est un peuple malheureux, croisé... Oh, bah attends, arrête, je condamne non. C'est un peuple qui est donc coincé entre eux, à la fois l'expansion des États russes, puis à terme l'arrivée des Mongols, et en même temps qui est coincé avec les Teutoniques. Donc vous imaginez un peu le désastre pour eux, la catastrophe. Mais c'est un État qui va malgré tout réussir à survivre. Et à survivre
même au niveau en termes de population, hein, parce que survivre aux Mongols et aux Teutoniques, c'est pas rien. Mais c'est un État sur lequel, honnêtement, j'ai pas trop creusé l'histoire du paganisme lituanien. Je n'ai pas commencé à aller chercher les rois, etc. Elle a salement mangé. Hein. Ah bah ouais, là tu vois, c'est ce que je disais. Hein. Entre survivre aux Mongols et aux croisades, bah écoute, une fois que j'ai bu un petit verre, oui, j'ai confiance en eux dans les manèges, bizarrement. Ce qui est pourtant la pire connerie que tu puisses faire. Sinon, non, j'ai aucune confiance en eux. Faut vous dire qu'après avoir survécu aux Mongols et aux Teutoniques, hein, c'était pas des temps, hein, les deux. Hein, c'était pas des temps. Les Lituaniens, malgré tout, vont survivre et vont finir par se convertir progressivement au catholicisme. Donc Mindaugas, en 1250, c'est le premier roi de Lituanie à ployer le genou en partie et à accepter la conversion. Mais attention, il ne va pas avoir la conversion de son peuple. Vous voyez ? Il ne va pas avoir la conversion de son peuple. C'est juste une conversion d'un roi. Et lui ne va pas réussir à impulser toute la conversion de son peuple comme certains rois scandinaves. Mais donc la progression, elle va être très lente. Et finalement, à terme, quand même, ce royaume va se convertir. Et à terme, il va y avoir un progressif rapprochement entre la Lituanie. Ah, oui, t'as raison, oui. C'est vrai. Parce que c'est le grand-duché de Lituanie, ouais. Mais à côté de ça, les Lituaniens vont. C'est vrai que t'as raison, c'est le grand-duché de Lituanie, ouais. Mais Mingoda, c'est roi, ouais. C'est vrai. Donc oui, c'est peut-être le seul. Je sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, oui. C'est vrai qu'après, c'est des grands-ducs de Lituanie. Royaume de Pologne et grand-duché de Lituanie. Ces deux entités vont se rapprocher. Elles vont se rapprocher jusqu'à la fin. On va arriver à un événement majeur dans leur histoire. Oh putain, l'union de Créwo. L'union de Créwo, elle va avoir lieu en 1378. C'est le mariage entre, je crois que c'est, comment qu'elle s'appelle celle-là? Je crois que c'est Edwige, reine de Pologne. Et Edwige, reine de Pologne, qui en fait est de quelle dynastie? Elle est de la maison d'Anjou, donc c'est une capétienne. Quand je vous disais que les capétiens avaient réussi à asseoir la légitimité de leur dynastie par la force de leurs alliances et par la multiplicité de leur présence en Europe, eh ben on est en plein dedans. Edwige, reine de Pologne et de la maison d'Anjou, avec, je sais plus le nom son nom lituanien, ça devait être un truc en mode Jagiellon, ça devait être en mode Jogilia, je crois, Jogilia, qui était le grand-duc de Lituanie, qui se convertit, je crois, au catholicisme pour l'occasion, et qui se marie avec, et qui crée la dynastie des Jagellons. Donc la dynastie des Jagellons est effectivement une dynastie d'inspiration lituanienne. C'est pour ça que je vous disais que les Teutoniques se font pas prier pour aller défourailler du Polac, quand même. Puisque dans leur idée, vous voyez, surtout à cette époque-là, ils commencent à frayer avec les... Yu-Gi-Oh! Ils commencent à frayer avec des... avec comment on dit là, des païens, quoi. Donc, aucun scrupule à les défourailler. Le parachèvement de cette alliance entre le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de Pologne, c'est la victoire de Tannenberg, 1410. Et après 1410, on va progressivement arriver à une fusion de ces deux entités dans l'entité de Pologne-Lituanie, qui va devenir le Commonwealth, la République des deux nations. Si vous avez joué à Europa Universalis, vous connaissez la République des deux nations. C'est l'objectif de former. Qui va être l'une des grandes nations européennes, qui va être une des grandes nations opposées à l'expansionnisme ottoman, et qui finalement va finir en autre boudin, miné par ses dissensions internes, par sa noblesse, et finalement partagé par les trois grandes nations de la zone, la Prusse, l'Autriche, la Russie. Voilà. On va passer à la Hongrie maintenant rapidement. La Hongrie. L'État hongrois, vous le voyez ici, c'est bien fait, on a déjà la Croatie, c'est parfait. C'est très bien. Très bien. La Hongrie, comme vous pouvez le constater, donc du coup, petit État enclavé entre les Carpates et proche du Saint-Empire, elle a un destin un petit peu miroir. D'accord, je savais pas. Elle a un destin un petit peu miroir comment dire, de la Pologne, je trouve. C'est-à-dire que c'est un État qui est christianisé assez tard quand même. Et le premier roi de Hongrie est relativement tard. Il a été sacré en l'an 1000 pile. Si vous voulez retenir une date, bah en 1000, sacre du premier roi de Hongrie. Je crois que c'est Étienne Ier de mémoire. Ça doit être Étienne Ier. Pas mal de rois qui sont appelés Étienne. Là, j'ai quoi là? Ah non, je suis pas sur le bon roi. C'est le premier roi de Hongrie. Qui se fait sacrer en plus. Vous voyez? Non, justement, désolé, non. Il se fait pas sacrer.
Si, il est sacré, oui. Je confonds avec le Serbe. Voilà, Étienne Ier, merci. Donc c'est bien ça. Le Hongrois, il est là le Hongrois. Il se fait sacrer avec le soutien du pape, du coup, mais aussi avec l'accord de l'empereur. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que c'est un destin un petit peu miroir. Pourquoi on le récompense de la sorte? Pour avoir maté les Magyars. Les Magyars, c'est un des peuples de l'Est, justement, venus de l'Est, venus des steppes, encore une fois, turco-mongols, etc., qui déboulent, qui arrive, qui s'est installé dans les grandes plaines du Don et dans les grandes plaines du Dniepr, et qui finalement est venu en Hongrie. C'est pour ça que quand on parle de Hongrois, on parle des Magyars. Il faudra du temps à ce qu'on les assimile, mais à cette époque-là, c'est encore des peuples de païens. Après, ils finiront par se fondre, se convertir et s'installer de manière fiable et durable. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Kalman, Almos. Almos, ouais. Je vais pas rentrer dans les détails. Hein. Je rentre pas dans les détails de la. Mais Almos, il a un rôle important parce qu'il aurait dû être roi, il ne l'a pas été. Il y a eu une usurpation par le roi Coloman, je crois que c'est Coloman. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Le roi Béla, ça doit être Béla le combien de tiers? Pas de bêtises. Peut-être Béla le deuxième, je pense. On verra. Hop, je reviendrai là-dessus. Donc vous voyez une histoire un peu similaire à la Pologne, émaillée d'influences impériales, émaillée de révoltes païennes, etc. Au carrefour des influences entre le Saint-Empire romain germanique et la même ce coup-ci l'empereur byzantin, qui va pouvoir par moments ingérer dans les affaires du royaume. Et globalement, l'empereur du Saint-Empire romain germanique nomme le roi de Hongrie jusque l'an 1000 environ. Hein. Donc c'est pas négligeable hein, quand même. On a quelques rois notables, notamment Ladislas Ier. Hein. C'est lui qui va conquérir la Croatie, donc c'est pour ça que c'est bien qu'il l'ait montré là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit dans le jeu Vanilla. Je crois que Zagreb, Zagreb, c'est une ville rebelle que tu vas chercher quand tu es vénitien. Donc là, c'est content de voir qu'ils aient donné la Croatie à la Hongrie. Mais du coup, voilà, donc on va avoir quand même des phases de relative stabilité, mais globalement, cette dynastie, la dynastie la dynastie Arpad, ouais, oula, alors là, mot contre triple au Scrabble, hein. Tchekesferevar. Et globalement, la plus grande source d'instabilité pour ce royaume, c'est son mode de succession. On y est toujours. On néglige, on considère ça comme de l'archaïsme, mais non. La clé de la stabilité du royaume, c'est la succession et la légitimité. Qu'est-ce que c'est le système de succession de la Hongrie? C'est le système du seignorat. C'est pas un système qu'on trouve beaucoup, mais c'est un système qui en fait que les frères sont prioritaires sur les fils. Vous voyez? Les frères sont prioritaires sur les fils. On va d'abord aller chercher des frères plus âgés, d'où le terme de seignorat, avant d'aller... C'est le système des boomers. Priorité ou boomer. On va d'abord aller chercher comme héritier des frères plus âgés, et ensuite on tapera dans les enfants du premier roi originel de cette fratrie. Vous voyez un peu le délire? Donc ça crée des imbroglios dynastiques faramineux. J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu, mais incroyable les imbroglios qu'il peut y avoir. Incroyable. Et donc tout ça va durer tout le long de cette dynastie, la dynastie de la maison Arpad. Hein. Arpadzi, vous voyez, hein, voilà, il est Arpadadzi. C'est bien ça. Il va y avoir des conflits tout le long, il va aussi y avoir des conflits avec Byzance. Il y a plusieurs grands rois qui vont réussir à stabiliser la situation, hein, notamment le roi Béla III, mais je me demande si c'est pas lui. Je pense que lui c'est Béla II quand même. Hein. Ah ouais, non mais c'est un calvaire. Imaginez un peu la dinguerie de succession que c'est. La dinguerie de succession. C'est incroyable. D'où le fait que je vous explique que par exemple lui il est connu là. Ce Almos, il est connu. C'est un épisode assez important de l'histoire de la Hongrie, parce que c'était un mec compétent qui a été bully par son frère. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est même pas exactement le système du seignorat qui entre en compte à ce moment-là, c'est autre chose. Je pense que c'est Béla III, lui, du coup. Ça doit être Béla III. Béla III, du coup, il va stabiliser la situation avec l'Empire, il va unifier le royaume, mais le vrai roi majeur, ça doit être Béla II, lui, quand même. Le vrai roi majeur, c'est Béla IV. Béla IV, c'est le vrai roi majeur, parce que c'est lui qui va résister avec acharnement et efficacité contre les invasions mongoles. Il faut comprendre que la Hongrie va être ravagée par les invasions mongoles. Ravagée. Peut-être, mais même peut-être plus d'un côté que la Russie qui finalement a été soumise, alors qu'en Hongrie n'a pas été soumise. Les armées... Béla II, ça marche. Donc c'est Béla II, ouais. Ma première idée était la bonne. Béla III, il est un peu plus tard. Bah, il n'est pas dedans, là. Il n'y a pas un Béla, là, quelque part? Non, il n'y a pas de Béla, là.
Donc Bella 3 n'est pas là. Bella 3, c'est celui qui va stabiliser la situation avec l'Empire. Mais Bella 4 est celui qui va réellement. J'espère que je dis pas de conneries. Hein. Si jamais je dis une connerie, corrigez-moi. Hein. Mais Bella 4, c'est celui qui va protéger son pays autant que faire se peut des invasions mongoles et surtout qui va derrière reconstruire. Reconstruire. Donc c'est une chance monumentale pour la Hongrie d'être tombé sur ce souverain énergique à ce moment-là. Il faut vous dire quand même que c'était pas gagné. Quoi. Les Mongols ont déboulé dans les Carpates et ont fini dans les plaines d'Hongrie. Ils sont allés jusque l'Adriatique, hein, quand même, les Mongols, on l'oublie, hein, mais ils sont allés jusque l'Adriatique. Ils ont aussi fait un petit accrochage à la bataille de Lemnica avec les Polonais. Ils ont anéanti l'armée polonaise, mais ils n'ont pas poussé en Pologne. Alors que là, ils ont poussé en Hongrie, ils ont occupé la Hongrie. Ils ont ravagé la Hongrie. Mais, heureusement, pour les Hongrois, ils ont eu un roi énergique, capable pour reconstruire leur pays. C'est ça le truc important. Mais par contre, après les invasions mongoles, donc au XIVe siècle, il va y avoir une grosse période d'anarchie. Hein, je ne rentre pas dans les détails non plus. Grosse période d'anarchie et l'extinction de la branche directe des Arpades, qui va être remplacée par, je vous le donne dans le mille, une branche capétienne. Toujours pareil, la maison d'Anjou. La maison d'Anjou. Le meilleur stratège, pas sûr. Je suis pas certain. Franchement, je suis pas certain. À voir. Mais un excellent stratège. Excellent stratège. Meilleur stratège de tous les temps. Après, c'est toujours des débats, ça, mais bon, il y a quand même d'autres beaux candidats à la liste. Hein. D'autres beaux candidats à la liste. Donc, c'est des Anjou. C'est des Angevins qui vont être rois titulaires de la Hongrie. Ce qui veut dire qu'en fait, le pape va nommer. Ah, de son temps. Il faut lire. Il faut lire. Calmos. Calmos dans le chat. Hein. Commence pas à t'exciter, enfante. Je te dirais quand même que je suis en train de parler et tout en même temps. Hein, donc, calmos. Hein. Qu'est-ce que je disais? Donc, le pape va nommer les Angevins rois de Hongrie. Ça veut pas dire que ça va être les rois effectifs. Tout comme la maison d'Anjou va être les rois titulaires de Constantinople, des empires latins de Constantinople. Ils vont être les rois titulaires de la Hongrie. Voilà. Et ensuite, du coup, la prochaine dynastie qui va régner effectivement dessus, ça va être la dynastie des Hunyadi. Et c'est... Ah, ça, t'inquiète, je viendrai après. D'abord, je termine tout ça. Sinon, je finirai jamais. C'est la dynastie des Hunyadi qui va être la dynastie qui va lutter à mort contre les Ottomans. C'est celle qui va se faire exploser son roi, qui va être pourtant un roi qui régnait à la fois sur Pologne et Hongrie, et qui va mourir à la bataille de Varna contre les Ottomans en 1444, et ensuite bataille de Mohacs en début du XVIe siècle. Et là, les Ottomans vont rouler sur l'entièreté de la Hongrie et vont l'occuper. Voilà. On fait un petit détour par la Serbie. Petit détour par la Serbie pour finir avec ces états-là. La Serbie, j'ai pas grand-chose à en dire quand même. Je vais passer relativement dessus. C'est un pays qui a été évangélisé. Ah, c'est Bella 3, ouais. Mais ça, je veux bien croire, tu vois. Parce que c'est celui qui a stabilisé les relations avec l'Empire romain d'Orient. Mais oui, ça me parle. Ça doit être Bella 3, parce que je vois pas pourquoi ce serait Bella 4. Bella 2, je me souviens plus de ce qu'il a fait, donc je peux pas te dire. Bella 3, par contre, oui. Bella 3, il a apaisé les relations. Il a apaisé les relations avec l'Empire byzantin. Donc oui, il y a de fortes chances, je pense. Tac. C'est Bella 3, oui, je suis quasi sûr là. C'est Bella 3. On va passer à la Serbie. La Serbie, on va passer rapidement dessus pour pouvoir embrayer sur la suite. La Serbie. La Serbie a été évangélisée, si vous voulez la petite anecdote, par les deux espèces d'évêques orthodoxes, Cyril et Méthode, qui sont un petit peu connus, notamment parce que inventeur du cyrillique, l'alphabet cyrillique. C'est donc un État chrétien orthodoxe, mais c'est un État chrétien orthodoxe qui va avoir des relations particulières, parce que du coup, en fait, son objectif va être en permanence de maintenir son indépendance vis-à-vis de l'Empire byzantin, et donc, pour ça, d'aller chercher une espèce de caution symbolique par le pape. C'est extrêmement particulier. Et ça a bien donné envie de creuser la chose, en fait. C'est un État qui va aller chercher, par moment, le soutien du pape, limite son obédience, et en fait, t'as deux doigts de te demander, en fait, pourquoi pas son ralliement, quoi. C'est très curieux. C'est assez curieux, j'étais un peu surpris de ça. Vous voyez Et c'est un État chrétien orthodoxe qui va réellement devenir un État important. Ouais, tout à fait. Le titre de César, c'était le 4e titre. Le 4e titre, je crois, dedans.
T'avais Despote et Sébastocrator avant, je pense. Basilius, Sébastocrator, Despote, César, il me semble, de mémoire. C'est ça, c'est devenu un titre comme tant d'autres. Hein. Sébastocrator, c'est Imperator. Ah non, Sébastocrator, c'est Auguste. Ouais, bon, écoutez, je crois que c'est Imperator. Écoutez. L'État serbe, du coup, va vraiment se constituer en 1170. Là, faut voir, c'est vraiment un proto-État. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Jouer la Serbie, ça va être un petit challenge. Hein. Mais c'est vraiment un proto-État qui va devenir un empire, un vrai État à partir de 1170, avec la mort de Manuel Comnène. Il faut voir qu'en fait, il y a un État qui manque ici dans la zone, c'est l'État bulgare. On en parlera un petit peu peut-être quand on parlera des Coumans. Mais l'État bulgare n'est pas représenté. Les Bulgares, c'est l'épine dans le cul de l'Empire byzantin pendant des siècles et des siècles et des siècles. Il y a des empereurs qui sont morts contre les Bulgares. Les Bulgares ont fait des incursions, ont conquis un empire, etc. Mais en 1170, Bulgares et Byzantins sont alliés contre les Serbes. Et les Serbes vont les battre. Les Serbes vont les battre. Quand Manuel Comnène, le dernier grand empereur Comnène après Alexis, Jean, Emmanuel, Basile II, le tueur de Bulgares, ouais, hein, le Bulgare octone, il a réussi à en calmer quelques-uns. Mais vous voyez, ça c'est plus vieux. Hein. Ce que dit Hierophante, Basile II, vous voyez, c'est un des empereurs qui a fait la guerre contre les Bulgares. Quand les Comnènes, les trois grands Comnènes vont s'éteindre, la dynastie Comnène va continuer, mais les trois grands Comnènes, c'est ceux-là. Et quand Manuel va mourir, les Serbes vont commencer leur lutte d'émancipation. Ils vont également choper l'aide du pape, etc. Ils vont obtenir une espèce de maîtrise religieuse. Et 1170, je vous dis, ils vont devenir vraiment un vrai État. Le parachèvement de cette indépendance, c'est ce que je vous disais, c'est cette guerre dans les Balkans, ou au XIIIe siècle, après un bon siècle de guerre, au XIIIe siècle. Il n'a pas tué, qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas tué. Mais il n'a pas tué. Après un siècle de guerre dans les Balkans, les Serbes vont être vainqueurs de l'alliance combinée des Bulgares et des impériaux. Incroyable hein, quand même de dire que ces deux peuples se sont alliés contre eux. Et là, les Serbes, vous voyez, en 1330, vont vraiment constituer l'Empire serbe. Il y a eu un empire serbe. Tout comme il y a eu un empire bulgare, il y a eu un empire serbe. Et toujours pareil, l'histoire n'est pas écrite, le Margoulin. On est habitué à avoir l'idée de l'Ottoman qui roule sur tout le monde. L'empire serbe il y avait des États face à lui. L'Ottoman, il a dû s'imposer face aux Serbes, même aux Bulgares, aux Valaques, aux Hongrois. Il a gagné ses croisades à chaque fois. L'Empire serbe, c'était une entité réelle, faut vous dire. Entité réelle. Mais qui, là, à l'heure actuelle, en 1132, n'est qu'un petit État mineur. Vous voyez? Et effectivement, on n'a pas grand-chose, d'ailleurs, hein, là, dans la dynastie. Ça fait un peu peur. Hein. C'est un peu triste, hein, là. Hein. C'est un peu triste. Et la vraie fin de l'Empire serbe, c'est 1389, c'est la bataille de Kosovo-Polier, qui est la grande défaite serbe, la bataille du Champ des Merles, grande défaite serbe contre les Ottomans, où vraiment l'Empire serbe va être, après ça, l'Empire serbe est mort et inexistant. Quoi. Mais l'Empire serbe a vraiment existé, a été une puissance locale d'importance. Ça, faut se le dire. Bon, on va passer sur la Scandinavie rapido. Passons rapido sur la Scandinavie, on va passer au Danemark. Système de pronoïaire, tu l'économie romaine. Ouais, les pronoïaires, c'était, je dis pas de bêtises, c'était la réforme de l'armée. Hein. Oui, mais mec, attends. Toi, tu préfères la dynastie précédente? J'arrive pas à trouver le... Ah, j'ai pas fait. Norvège et tout, j'ai pas fait. Toi, tu préfères la dynastie précédente, celle qui s'est faite massacrer à Manzikert. Avec Nicée aux portes du truc, quoi. Attends, Alexis Comnène, il a permis à l'Empire de se maintenir un temps soit peu, quand même. Attends, tu peux pas dire, hein. Écoute... Tiens, je vais trop sortir ta punchline de la dernière fois. J'aimerais t'y voir à sa place. J'aimerais t'y voir, tiens. À la place d'Alexis Comnène. Attends, quand même. Hein. Le mec, il a réussi à rehausser le niveau. Hein. Je peux pas nier derrière, quand même, que l'Empire a réussi à se maintenir. Et que 1204, c'est vraiment le coup d'arrêt. Il a pas tué l'Empire. À la rigueur, ton ami Dandolo. On va passer au petit état. Ah bah écoute, hein.
Je n'ai pas dit que c'était le meilleur empereur. Hein. Passons un peu. Alors, on va passer un petit peu à ça, là. On va passer rapidement. Hein. Bon, le royaume du Danemark. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le royaume du Danemark? Écoutez, le royaume du Danemark, il a été unifié, ça peut-être que vous le savez, hein, parce que c'est relativement connu, il a été unifié par Harald à la dent bleue, Harald de Bluetooth. Hein, d'où le fait que le Bluetooth s'appelle le Bluetooth, et que vous avez un petit truc runique en symbole du Bluetooth. C'est pour ça, hein, ça vient de là. Attendez, j'ai la date quelque part, ouais, 965. Il a été christianisé dès l'époque viking. Donc c'est le plus vieux royaume christianisé. Putain, qu'est-ce qu'il me met là? Bah oui, merci mec. Il me met les objectifs là. D'accord. Super, merci. Donc, ce royaume, c'est l'un des plus vieux christianisés de la zone, de la Scandinavie. Je ne vais pas en dire grand-chose. Hein. Écoutez, son apogée, c'est sous le roi Knut le Saint. C'est là où vraiment il va devenir vraiment un proto-État organisé médiéval. C'est vraiment ça l'objectif. Il y a un temps où il a été vassal même de l'Empire, c'est déjà arrivé. Mais c'est un proto-État. Il faut se dire que là, on est à la fin des grandes incursions vikings, on l'a dit. Hein. 1066, c'est la dernière grand baroud d'honneur des Norvégiens. C'est la Norvège qui a pris le relais des incursions vikings et qui a continué à faire chier les Écossais et les Irlandais encore un petit moment. Mais globalement, le Danemark, c'est vraiment un État organisé. J'embrayerai après sur le Danemark pour dire son destin et le destin des 3 États de la zone. Hop, on va tout de suite passer à la Norvège. La Suède, on ne va pas en parler parce que la Suède à l'époque n'est pas un État. Elle ne se christianisera seulement qu'au XIIe siècle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Roi du Danemark, ouais, il y a aussi parce que voilà, c'est ça. C'est pour ça que vous voyez, il y a des claims. C'est pour ça qu'il y a des claims de Harald sur l'Angleterre. C'est que vous avez certains rois de l'époque qui ont réussi à être rois d'Angleterre. Vous voyez? Donc c'est pas rien quand même. Hein. C'est pas rien. Oh là là. À côté, la Norvège. La Norvège, elle avait été unifiée par Harald à la belle chevelure. Vous devez le connaître, c'est le famoso mec de la série Viking, qui est donc un peu connu quand même. Elle, par contre, a été christianisée un peu plus tard. Elle a été christianisée au XIe siècle. Donc là, elle est récemment christianisée, la Norvège. C'est relativement récent. Ça a été le roi Olaf III, non, Olaf II, je pense, de mémoire. Olaf II. C'est le roi Olaf II qui l'a christianisé. Olaf II le Saint. Vous voyez, chacun a son saint en l'occurrence. Hein. C'est un peu ce que notre bon ami, le roi de Lituanie, le Mingodas, n'a pas pu faire. Vous voyez. Lui n'a pas pu unifier par la religion son État. Non, c'est faible historiquement, c'est vrai, mais c'est sympa. Elle est très bien faite quand même. Hein. Elle est très bien faite. Elle est très bien faite. Elle est agréable. Et puis, en fait, c'est plutôt le côté mythique qu'il faut voir. Hein. C'est le mythe de Ragnar Lodbrok et de ses enfants. Hein. Donc, c'est pas à vocation historique. Mais elle est bien, elle est très agréable à regarder. Hein. Très agréable. C'est badass, c'est très badass as fuck, c'est agréable. Et du coup, la Norvège. Il y a déjà eu des tentatives d'union, c'est ce que j'allais en parler, des tentatives d'union avec le Danemark et l'Angleterre. La dernière, on l'a dit, c'est 1066 avec Harald III. C'est lui qui essaye de réunifier les couronnes. Mais il y a eu beaucoup de petites... Ah, Peaky Blinders, c'est très très bien. Très très bien, et la première saison est très bien pour comprendre le contexte post-première guerre mondiale, le contexte psychologique ambiant. Elle est très très bien, parfaite, cette série. Du coup, la Norvège, il y a déjà eu des tentatives d'alliance et d'union entre ces États. Faut se dire que l'instauration du christianisme en Norvège se fera progressivement. Elle se fera notamment parce que les derniers souverains de la branche des Harald crèvent en 1130. Là, en l'occurrence, vous voyez là, je pense que c'est pas très juste historiquement. Ça. Je vais pas rentrer dans les détails de l'arbre généalogique, mais il me semble que ils sont un peu plantés. La mort de cette petite dynastie, héritière directe de Harald à la belle chevelure, va faire que les rois vont chercher une autre source de légitimité. Cette source de légitimité, ce sera le christianisme. Le premier sacre se fera en 1164. Vous voyez? C'est donc très tardif. Hein. Et la Suède, c'est encore plus tardif. La Suède n'est même pas un État, même pas christianisé. Ça se fera au XIIe siècle, donc on est en plein dedans. Mais ensuite, par contre, elle sera vénère. Quand la Suède sera christianisée, elle lancera des croisades contre Novgorod. Contre Novgorod, qui est un État
Tout à fait. Pour ça, le premier roi sacré, c'est 1164. Voilà. Grosse période d'instabilité. Après la mort de cette espèce de lignée de Harald. Et derrière, boum. C'est pour ça qu'en fait, l'arbre généalogique n'est pas très juste historiquement, à mon avis. Parce que c'est compliqué à représenter les élections. Mais voilà. Et du coup, après, ils chercheront autre chose. Ils arrêteront avec l'élection, ils chercheront le sacre. Et la légitimité religieuse. Mais donc la Suède, oui, la Suède, une fois christianisée, lancera des croisades contre la Novgorod orthodoxe. On va en reparler tout de suite. Que dire à la fin pour conclure sur les royaumes scandinaves? J'en ai peu parlé, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, ces 3 royaumes, donc, sont tous quand même, au bout d'un moment, vont être liés au niveau dynastique, un peu comme en Espagne. Ah bon? D'accord. Bah merde. Bah, ok. Bon. Bon, je regarderai. Mais en tout cas, ces 3 royaumes vont relativement s'unir par des liens dynastiques. Vous voyez? Et à la fin, au terme de ça, il va y avoir deux événements majeurs. Premier événement majeur, donc c'est la peste. Quand la peste va arriver ici, il faut vous dire que c'est déjà des États qui sont peu peuplés, d'accord? Des États qui ont une population vraiment très disparate, etc. Et qui vont quand même souffrir et payer à peu près un lourd tribut. On parle d'environ un tiers de la population. Cette population, du coup, défaillante et autres, va chercher à s'unir dans une entité politique un peu plus unifiée pour pallier à ces problèmes, facilités que c'était par le fait il y avait des alliances dynastiques, et ça a donné, ceux qui jouent à U4 connaissent, l'Union de Kalmar. L'Union de Kalmar, 1394, je crois, 89, dans ces eaux-là, à peu près. Mais voilà. Voilà. Ça va être l'Union de Kalmar qui va être une union dominée par le Danemark, ici, qui va exercer son pouvoir sur la Norvège et la Suède. Et il faudra attendre ensuite que la Suède s'en émancipe pour créer vraiment l'empire suédois de la Baltique que l'on connaît dans l'histoire plus moderne. Mais voilà. Voilà globalement le destin de ces régions. Mhm. Bon, ben, je regarderai pour l'histoire de la Suède, hein, parce que ça me surprend quand même. Après, à voir si c'était vraiment... c'était des prémices, hein, certainement, hein. En tout cas, moi, de ce que j'avais vu, c'est que globalement, la christianisation de la Suède a été très lente et que le premier vrai État chrétien datait quand même globalement du XIe siècle, XIIe siècle, et avec une implantation catholique quand même compliquée, quoi. Non, ça, j'en parle pas, hein. Moi, ces mecs-là, je refuse d'en parler. Je me refuse d'en parler. J'en ai parlé et, écoute, il fallait suivre les vidéos sur Napoléon Total War. Je crois de mémoire que j'en ai parlé. Il faut suivre Napoléon Total War, mon bon Hierophante, hein. Là, on n'est pas là pour parler de ça, on parle du Moyen-Âge. Moi, j'avais vu des dates d'implantation, d'archevêché, etc., qui étaient très tardives et tout. Bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, si je dis une connerie sur la Suède, mais à culpa. Mais en tout cas, quand même, rappelez, en tout cas, il n'y a pas d'État suédois unifié. C'est ça quand même qu'il faut comprendre. Bon, on va conclure, hein, mais on va pas tarder à conclure, parce que là, franchement, j'ai complètement explosé mon truc, hein. Ah, voilà! Voilà, oui. Oui, voilà, oui, voilà. La christianisation, elle va être effective à ce moment-là, oui, évidemment. Oui, non, mais d'accord, oui, oui. Ouais, oui, oui. Après, parce que c'est pareil, quand je vous dis qu'il y a un État chrétien, la christianisation se fait au Danemark, etc., il faut vous dire que c'est très progressif, hein. Non, t'inquiète. T'inquiète, je le fais. C'est prévu. Je ne vais pas oublier ces petits chéris. On va commencer par qui? On va commencer par la Russe de Kiev. Allez, la Russe de Kiev. On va passer aux profondeurs de l'Est, les margoulins. Passons aux profondeurs de l'Est. Alors, je pense peut-être que vous le savez, surtout ceux qui ont dû regarder la série Viking, les États russes sont des descendants de Vikings. Le mot russe, d'ailleurs, a une étymologie un petit peu... Alors là, Hierophante pourrait peut-être être meilleur que moi là-dessus, mais le mot russe a une étymologie discutée. Mais certains estiment que ça pourrait très bien être une espèce de
de racines qui pourraient signifier suédois, etc., ou norrois, etc., ou alors que ce serait tiré plutôt des mots ruten, par exemple. Les ruten qui sont les mots le nom des anciens peuples de la zone, de cette zone-là. Bref, la ruténie, vous verrez ça si vous jouez à CK2 avec les modes pour jouer les païens, etc., un peu plus en avant. Donc, le mot même en tant que tel russe peut être un mot qui signifie nordique ou suédois, etc. Vous voyez que l'origine est très claire quand même. L'origine est très claire. C'est ça. C'est la dynastie des Ryurikides. La Russe de Kiev à l'époque, donc, on a des établissements commerciaux scandinaves qui sont fondés sur la Baltique. Et on va avoir Oleg, c'est un mec que vous voyez dans la série Viking d'ailleurs, qui va remonter le Dniepr et qui va aller fonder Kiev. C'est lui le fondateur de Kiev, le roi Oleg. C'est un giga de Tchad. Le mec va aller jusqu'à Constantinople et va assiéger Constantinople à l'époque. Les relations sont quand même conflictuelles au départ avec les Varegs. Le mot Vareg, d'ailleurs, comme Hierophante en a parlé quelques fois, c'est le mot grec Constantinople pour parler des Vikings. Donc la garde Vareg de Constantinople, c'est la garde royale, enfin la garde impériale. La garde impériale du Basileus. Faut vous dire que... Oui, c'est vrai. Oui. Même avant, en fait, ça, en fait, tu vois, c'est pas, en fait, c'est vrai que les histoires de christianisation, c'est pour ça que moi, en fait, je m'étais basé sur le moment où la Suède était vraiment chrétienne, elle était quand même bien chrétienne. En général, il y a quand même un mouvement de bascule quand tu as un roi qui se convertit. C'est ce qui se passe avec eux, avec le Danemark et la Norvège notamment. Ça ne s'est pas passé avec la Suède ni avec la Lituanie. C'était beaucoup plus long. On pouvait dire que la christianisation, elle commence au XIe siècle, vous voyez, au XIIe siècle. Mais elle est effective plutôt au XIIIe, XIVe pour la Lituanie. Enfin bref. Revenons au Basileus. Donc le Basileus employait des Varegs, des Vikings, venus de Russie, venus de la Russe de Kiev, pour sa garde impériale. Faut vous dire que ça, c'est pas que les Vikings. Hein. Il faisait pas ça parce qu'il employait les Nordiques, parce que les Nordiques étaient stylés. Globalement, toute l'histoire, la majeure partie de l'histoire byzantine de cette époque, c'est une histoire où, sans discontinuer, c'est ça. Voilà, ils n'auront aucun... Mais même de toute façon, le problème, en fait, alors, c'est pas faux ce que tu dis. Et la garde de Vareg aura été efficace en cela, parce qu'elle n'est pas mouillée dans les affaires politiques de l'Empire, c'est vrai. Mais en même temps, c'est toute la politique impériale, et c'est la politique de l'Empire romain, même depuis la fin de l'Empire romain, depuis même l'Empire romain d'Occident. C'est qu'il y a une démilitarisation de la société impériale. Et l'Empire confie sa défense à d'autres peuples, qu'il paye, à du mercenariat. Donc en fait, les Varegs, ce sont juste d'excellents mercenaires parmi d'autres. Et qui donc vont être utilisés chez les empereurs romains. Mais là, attention, hein, ce qu'il dit la garde prétorienne, on parle surtout quand même de l'Empire romain ancien, de l'Antiquité. Hein. Mais c'est valable aussi pour l'Empire romain byzantin. Hein. Il y a eu des assassinats d'empereurs à gogo. L'Empire va passer son temps à employer des peuples comme mercenaires pour poutrer d'autres peuples voisins rivaux, et à finalement se retrouver avec des révoltes de ces peuples mercenaires qui vont finir par lui poser problème, et donc il va en embaucher d'autres. Et le plus marquant dans ça, c'est la danse de tous ces peuples du Sud. C'est pour ça que je ne vais pas forcément trop parler des Coumans. C'est la danse de tous ces peuples du Sud. Il y a des noms que vous avez dû voir passer par moments, mais sans trop les connaître, parce qu'on a, comme a dit Hierophante, on a peu de sources là-dessus. Mais les Avars, par exemple, c'est le peuple qui, à l'époque, se trouve en Hongrie, à l'époque de Charlemagne, qui, à l'époque, vient de ces steppes-là, et qui a fait chier tout le monde dans les Balkans à cette époque. Les Bulgares, les proto-Bulgares, c'est pareil. Les proto-Bulgares, c'est des peuples de l'époque, hein, de cette zone, venus aussi à l'origine de l'Asie centrale, etc., et qui ont retraversé, qui sont passés dans la vallée du Dniepr, et ici, et qui ont fini par débouler et s'installer dans les terres de Valachie. Voilà, vous voyez, de Bulgarie là. Donc, pareil pour les Bulgares, pareil pour tout ce qui va être pareil pour les Khazars aussi. Les Khazars, c'est un peuple qui va être dans la zone, ici, là, et qui va avoir une importance, qui ne va pas être trop utilisée par les Byzantins, mais qui va être un peuple qui, par contre, va se faire rouler dessus par les Mongols. Les Coumans, c'est pareil. Les Coumans sont des peuples qui ont été, qui viennent à l'origine de l'Asie centrale, des steppes d'Asie centrale, et qui se sont installés ici, qui vont être chassés par les Mongols, qui vont se retrouver en Hongrie, ce qui explique qu'on va les utiliser à l'époque de Kingdom Come Deliverance. Les Coumans utilisés par l'armée hongroise, les Khazars, bien sûr, donc tu vois, les Khazars. Mais eux, ils ont été moins utilisés. Tu vois, ils ont été moins utilisés ils sont quand même restés dans leur caserne, quand même.
mais ils se sont alliés à l'Empire byzantin. Vous voyez, quand en fait l'Empire byzantin avait des problèmes avec la Russe de Kiev, ils s'allient aux Khazars et ils payaient les Khazars pour se battre à leur place. Vous voyez, toujours pareil. Le grand peuple aussi de l'époque, qui lui est plus connu, c'est le peuple Petchneg. Là, les Petcheneg, je prononce peut-être un peu mal, c'est les Petcheneg, c'est ça. Les Petcheneg, c'est un peuple nomade là aussi toujours. C'est tous les peuples turco-mongols, hein, tous ces peuples-là. Quand on parle des Turcs et des Turcs seldjoukides, il faut vous dire que tous ces peuples-là, c'est quand même des peuples turcs aussi dans l'idée. Hein. C'est compliqué, ils sont pas tous turcophones. Non, non, on peut pas dire que c'est des Turcs. Il y en a certains qui sont turcophones, je suis pas assez spécialisé pour faire la différence et tout entre les deux, et vous dire lequel est lequel. Il y a des peuples turcophones, il y a des peuples aussi qui sont plutôt de langue ougour, etc. Voilà, il y a des subtilités, mais c'est tous des peuples venus de ces steppes d'Asie centrale qui déboulent. Et les Petcheneg, là par contre, c'est un peuple qui va être christianisé assez tard, hein, qui va être christianisé autour du Xe siècle, et qui là auront une très grande incidence dans l'Empire romain. Là, pour le coup, ils vont s'installer ici au nord de la Caspienne, ils vont refluer là ici vers le Danube, ici, là, et là il va y avoir des sessions de guerre où tu vas avoir l'utilisation de ces peuples contre les Bulgares, des Bulgares contre les Petcheneg, un enfer pour les Byzantins. La grande défaite des Petcheneg, c'est Jean II qui va l'infliger, je ne sais plus en quelle année, mais globalement on est en plein dedans, quoi. Hop, attendez. Ah oui, bah non, je suis con là. Attendez, on va recharger le Byzantin. Mais normalement, je crois que c'était 10-15 ans avant, là. C'est Jean II comme naine. Ah, mon Yandoux. Y a pas de souci, t'inquiète. Là, on arrive un peu sur la fin. On est en train de parler des Koumandes et des Russes. Mais t'inquiète, t'auras tout en enregistrement et tout sur le live ici. C'est qui l'empereur? C'est Jean, c'est bien ça. C'est Jean the Greedy, le fils d'Alexis. Et donc vous voyez, là j'ai un peu digressé des Russes, mais les Coumans sont les successeurs de ces peuples. Enfin, faut pas le voir comme le successeur. Moi j'ai tendance, quand je m'intéresse à ce genre de trucs, je suis loin d'être un spécialiste, hein, c'est pas mes trucs de prédilection, mais j'essaie de diviser ça un petit peu en phases. Vous voyez, les Petcheneg, c'est une espèce de phase qui prend grosso modo du 10e siècle au 12e siècle, vous voyez. Là, ils viennent de se faire écraser, donc ils sont plus là. À la place, on a les Coumans. Et les Coumans se feront poutrer dans à peu près 100 ans par les Mongols, et ils arriveront en Hongrie. Vous voyez, une sorte de Hongrois moderne, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que les Coumans sont là depuis un moment, vous voyez. Les Coumans vont être battus par les Mongols, et le Khanat Kouman va se barrer ici, et fuir en Hongrie. Et donc, quand on est dans Kingdom Come Deliverance, ça fait une bonne centaine d'années qu'ils doivent être là, 150 ans. Ils ont fini par se mêler à la population et ils doivent être utilisés. Donc, voilà. Mais les Petcheneg, c'était vraiment le peuple de nomades, vraiment, qui a posé problème aux Byzantins. Vraiment le peuple nomade problématique. Il y en a d'autres après, hein, et puis, en fait, ça va être toute l'histoire russe aussi. C'est que l'histoire russe, c'est une longue lutte contre tous ces peuples turco-mongols venus de l'Est qui vont les faire chier. Les Khazars, les Coumans, le Khanat Kazan aussi, les Tatars, ensuite les Mongols, la Horde d'Or, le Khanat Chagatai, etc. Tous ces peuples multiples au fur et à mesure des années vont à chaque fois être source de problèmes pour les Russes. Et les Russes vont ensuite être les vassaux des Mongols. Ça va durer extrêmement longtemps. Ça va prendre 200 ans pour sortir de cette situation environ. Quand les Mongols vont arriver en 1200 et quelques, ils vont rouler sur les Russes. Il y a la bataille de la Khalkha, hein, qui est un petit peu connue pour ça, hein, ou défaite monstrueuse de la Russie. Et où ensuite les Russes vont se retrouver comme ça, tributaires, vassaux des Mongols. On va détailler un petit peu. Et exactement, ils étaient tributaires. Voilà. La principauté de Moscovie collectait l'impôt et allait le donner à la Horde d'Or. La Horde d'Or qui est le successeur des Mongols. Dans cette zone du Dniepr entre le Dniepr et le Don. Vous voyez, ici, là. Mais recentrons-nous un peu sur l'histoire de la Russe de Kiev. Maintenant qu'on a parlé des Coumans et qu'on a fini sur les Coumans, on va parler un peu de la Russe de Kiev, du coup. Donc, comme je l'ai dit, Oleg a installé ses comptoirs à Kiev en remontant le Dniepr et est allé assiéger Constantinople, Gigachad. Derrière, donc du coup, on va avoir la dynastie des Ryurikides. Cette dynastie des Ryurikides, dedans notamment, il y aura Yaroslav le Sage, qui va régner à peu près au Xe siècle, hein, voilà, ce dont on parlait, et qui va étendre la Russe de Kiev à son extension maximum. C'est l'époque des grands liens entre Byzantins et Varegs. Vous
Là, vraiment, il va y avoir des liens commerciaux, militaires, etc. Donc ça, on a parlé, du coup, vu qu'Hiérophante a embrayé sur le sujet. On a déjà parlé du fait que la gare de Vareg était utilisée. C'est l'époque aussi où les Russes vont contribuer à repousser les tribus Petchénègues vers le sud, justement, et les repousser vers les Bulgares, etc. Voilà. Le XIIe siècle, qu'est-ce que c'est pour la période de la Russe de Kiev? C'est une période de déclin, globalement. Je ne vais pas vous détailler l'arbre généalogique, surtout qu'il est compliqué pour les Russes, franchement. C'est un bordel généralisé systématique, mais c'est une période de déclin. On est face à un affaiblissement du fait de ces importants conflits dynastiques qui vont miner la région. Vous voyez que ces conflits, ça existe des Russes utiles. Bah enfin, c'est que ce racisme gratuit. Mais, mais vous voyez que... ce que je voulais dire. Mince, je sais plus. Oui, l'importance de ces conflits dynastiques qui vous minent des régions entières. Et du coup, ces conflits dynastiques vont amener à un important événement, c'est le sac de Kiev en 1203, un an avant le sac de Constantinople. C'est moins connu, mais en fait pour la Russe de Kiev, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'à la fois sa capitale est rasée, c'est le deuxième sac en 50 ans, et la capitale de son plus grand partenaire idéologique, religieux et commercial est rasée. Ça vous donne une idée de l'évolution économique de la zone. C'est une catastrophe derrière, pour s'en remettre. Et 20 ans plus tard, les Mongols arrivent. Autant vous dire que c'est fini, quoi. C'est fini. À ce moment-là, vraiment, c'est une catastrophe. En parallèle, vous rajoutez ça à l'émergence de Novgorod, son rival. Bon, voilà, quoi. Globalement, l'invasion mongole, ah ouais, coup dur pour les Russes. Franchement, ce siècle-là, c'est un long siècle de déclin, qui ensuite est parachevé par sac de Kiev, sac de Constantinople, et arrivée des Mongols. Coup dur pour les Russes. Mais, d'ailleurs, par l'invasion mongole, pour vous dire en fait que c'est pareil, les Mongols n'ont pas massacré tout le monde et n'ont pas non plus persécuté tout le monde, c'est un personnage qui va régner sur la Russe de Kiev à cette époque au nom des Mongols. Et un personnage que vous connaissez peut-être. Alexandre Nevsky. Voilà. On va embrayer tout de suite en parlant d'Alexandre Nevsky sur Novgorod. Mais juste avant, vous voyez, comme on disait avec Hiérophante, il va falloir au moins 2-3 siècles pour se libérer de cette tutelle mongole. La tutelle mongole, c'est pas au sens vraiment les Mongols occupent le territoire, faut pas voir ça en mode Deuxième Guerre mondiale. C'est en mode tributaire. C'est en mode vous leur payez un tribut et ils viennent vous péter la gueule régulièrement si jamais ils sont pas contents. Donc c'est une situation d'instabilité totale qui fait que la Russie se développe pas pendant 200 ans. Ensuite, les tsars connus, Ivan le Terrible, etc., ça va être tous ces tsars qui vont ensuite installer la principauté de Moscovie telle qu'on la connaît. Elle est où, Moscou? Elle est même pas là, en fait, Kiev. Ouais, on a Smolensk, on n'a pas Moscou. L'ami de la Horde d'Or, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Saint-Nevsky, qui est un peu connu, ce mec. On va en reparler, en parlant de Novgorod. Mais voilà, il faudra attendre à peu près 200-300 ans pour arriver à cette situation. Ensuite, on va avoir l'unification de la principauté de Moscovie, on va repousser les Tatars et la Horde d'Or, coloniser la Sibérie comme tu l'as dit. Bref, là je rentre pas dans les détails, on est vraiment beaucoup plus loin. Qui est Alexandre Nevsky? Pourquoi on en parle? Alexandre Nevsky, il est plutôt lié à la principauté de Novgorod. La principauté de Novgorod, qui est une petite entité politique. Ouais, c'est ça doit être un petit village sans prétention. Pareil, quand vous jouez la Russie dans le jeu de base, je pense qu'il y a Moscou. On est en 1080, quoi. C'est un scandale. C'est un scandale, quoi. Quand tu dis au niveau historicité, les mecs, ils sont chiés dans la colle. Novgorod. Dernière faction à explorer de ce tuto. La principauté de Novgorod, du coup, c'est la principauté rivale de la Moscovie, de la Russe de Kiev. C'est la principauté commerçante du Nord qui va chercher de plus en plus son indépendance. Faut vous dire que, regardez, le territoire de la Russe de Kiev, il est monstrueux. Monstrueux. Et là, on est très très bien au niveau des dates, à quelques années près, c'est dommage, mais écoutez, c'est quand même pas trop mal, puisque Novgorod va vraiment obtenir son indépendance en 1136. Faut vous dire que globalement, son contrôle des rôles commerciaux, sa puissance économique, sa position stratégique sur la Baltique font qu'elle n'a pas forcément envie d'être assujettie à une principauté de Russes qui est à l'autre bout du continent. 1136, elle va obtenir son indépendance. C'est assez original parce que... C'est ça, exactement. C'est assez original parce qu'elle n'a pas le même système politique
que la Russie. Merci de relancer avec un tel timing, mon héros. À côté de ça, on a le pouvoir de la Russe de Kiev. La Russe de Kiev, c'est en quelque sorte un espèce d'arbitraire qui annonce l'arbitraire des futurs tsars, en quelque sorte. L'arbitraire un petit peu absolutiste, poussé à l'extrême, un petit peu tyrannique, despotique des tsars. Il y a un peu de ça, il y a un peu un côté souverain oriental chez les tsars de Russie. Même les tsars plus récents, hein. On sent même un peu les influences justement mongoles et venues de l'Est, turques, etc. Les influences un peu des despotes orientaux. Pas du tout pareil avec Novgorod. Novgorod, c'est une république. C'est pour ça que bon courage pour représenter ça là-dedans. Prince of Novgorod, here elect. Vous voyez. Donc là, en fait, c'est juste que c'est toi qui le nommes. Mais écoutez, voilà. Ça va être une république. C'est une république assez intéressante. Hein. D'ailleurs, dans son truc, c'est pas aussi intéressant et c'est pas aussi connu que Venise. Mais c'est quand même une république avec un système d'assemblée populaire assez intéressant. Qui va réussir à compenser un peu le pouvoir des princes de Novgorod. Et c'est assez original pour l'époque, surtout en fait, on n'est pas habitué à voir ça chez les Russes, quoi. C'est ça qui est un peu surprenant en plus. Mais c'est un système qui va tenir la route. Je me souviens plus du nom. Ça a un nom là-bas. Verchné, je sais plus le nom. Verchné. Ça a un nom là-bas. C'est l'Assemblée populaire. Mais voilà, c'est quelque chose quand même d'assez notable pour être souligné. Et c'est quelque chose qui va perdurer surtout. C'est quelque chose qui va perturber et qui va perdurer face à l'expansionnisme chrétien catholique. Puisque je vous disais, quand l'État suédois va vraiment se constituer au XIIe siècle, l'État suédois chrétien et autres, il va lancer des croisades contre Novgorod. Et des croisades régulières. Pareil, on a l'ordre de Livonie qui va lancer des croisades régulières contre Novgorod. Et là, je vous parle de ça au XIe siècle, mais au XIIe siècle, le grand héros local, c'est Alexandre Nevski. Alexandre Nevski, prince de Novgorod, qui va repousser les croisades suédoises à la bataille de la Neva, et qui va repousser aussi les croisades de l'ordre de Livonie. J'ai oublié le nom de la bataille, putain, mais c'est la fameuse bataille que vous voyez dans les films de Eisenstein. Si vous regardez les films de Eisenstein qui sont faits pour la propagande soviétique, on a Alexandre Nevski, le grand héros, Alexandre Nevski russe, déjà à l'époque, qui repousse les hordes germaniques à la magnifique bataille sur le lac gelé où les Teutoniques finissent. Ouais, mais quel nom ça a, ça? Ça a un nom, hein. Mince, attendez, je vais regarder. Bataille, Alexandre Nevski. Ça fait d'allumer mon truc. Bataille de la Neva. Non, c'est la Suède, ça. Ah, lac Peipus, ça doit être... C'est ça, bataille du lac Peipus. Bravo. Bravo, Hierophante. Bataille du lac Peipus. Très emblématique, hein. Ça, c'est un événement ultra connu. Hein. Ultra connu. La bataille du lac Peipus, c'est ultra connu. Et c'est un événement fondateur. Et c'est pour ça que vous voyez, ce prince de Novgorod va être l'ami du Khan de la Horde d'Or. Et, en son nom, va régner sur la Russe de Kiev. Après que celle-ci ait été vaincue et soit devenue un tributaire des Mongols. Vous voyez un petit peu l'évolution surprenante, quoi. L'évolution surprenante. Voilà pour la principauté de Novgorod. Et après, globalement, elle va réussir à se maintenir jusqu'au XIVe siècle. Vous la voyez dans Europa Universalis 4. Mais elle survivra à l'Horde d'Or. Hein, il y a pas mal de luttes d'influence, mais elle ne survivra pas à l'expansion de la Moscovie. Quand la Moscovie va vraiment se libérer de l'influence des Tatars et des Mongols, elle va se faire balayer. Novgorod se fera balayer et absorber par la Moscovie. Voilà. On est en train d'en terminer, là, hein, les amis. Hein. Là, ça y est. Hein. Ce petit tour d'horizon. Pas mal. C'est ça. Mais tu vois, c'est pour ça que tu l'as en filigrane dans la Russe de Kiev, ça. Tu l'as en filigrane. Il y a la forme pétrinienne. Putain, très joli nom. C'est très joli nom. de Pierre Legrand. Mais tu l'as en filigrane dans la Russe de Kiev. Mais je trouve que t'as vraiment un côté despote oriental, quoi, chez les Russes. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant qu'à Novgorod, tu as eu ce système. Hein. Bien sûr, la Russie avait encore le servage. C'est pour ça que dans toute la littérature russe du 19e siècle, Dostoïevski, etc., Tolstoï, vous avez des grosses réflexions sociales et religieuses.
À la fois, vous avez une progression de l'anarchisme, vous avez une progression du communisme aussi, de l'idéologie communiste débutante, etc. Vous avez un renouveau du religieux avec le système comment des sectes religieuses là et des putain euh, attendez, ça a un nom, bordel. Merde. Alors, les peuples orthodoxes russes fanatisés là de la fin de cette période là. Mince. Le mysticisme russe un petit peu là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment un côté archaïque hein, là-dedans. Vraiment un côté archaïque. Ouais, je trouverais pas. Je trouverais pas. Je trouverais pas. Dommage. Attendez, je regarde juste. Alors, c'est ça en fait, faut pas faire de trop de bons dans le temps, hein, sinon on va perdre tout le monde. Hein. Non, c'était pas ça que je voulais. Je cherche autre chose. C'est très présent dans l'île de Dostoevsky. Ça. 1905, mais ouais, dans la guerre contre les Japonais, t'as ça. Hein. Je pensais à un truc, mais j'arrive pas à le retrouver. C'est chier. Pas grave. Il y a tout un système de pop fanatisé. Pas grave, tant pis. Ne nous obstinons pas. Voilà, voilà. Non, pas le Rascol. Pas grave, je chercherai, j'ai des bouquins là, je vais ressortir les frères Karamazov et puis je trouverai. C'est dedans, ils en parlent. Je peux se mettre dans les appendices que j'ai, ils en parlent. Donc voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme conclusion sur ce monde-là ici, sur ce petit tour d'horizon du Moyen-Âge? Sans vouloir non plus être dans le méta et vouloir faire dans la grosse philosophie de comptoir, qu'est-ce qu'on peut apporter? Au niveau de la situation géopolitique, du coup, on voit bien qu'on a l'Empire d'Orient qui est en train de vaciller. Il y a un monde musulman en train de prendre l'ascendant sur les croisés, mais avec la menace arrivant. Ça roule. Un monde musulman en train de dealer avec les croisés. Vive la France. Toujours. Cocorico. À jamais, pour toujours à jamais. Et un monde musulman, mais qui bientôt sera bousculé par les invasions mongoles. On a des royaumes de France, d'Angleterre, qui sont en pleine recomposition et qui essayent de se constituer des États centralisés à hauteur d'empire, face à un empire romain germanique qui est un colosse monumental et qui manque de force, et qui surtout est en déstabilisation en Italie face à des principautés italiennes en émergence économique et politique. On a une papauté qui est en train de s'imposer comme une puissance au moins symbolique majeure dans la zone. Je pense qu'il n'était même pas au courant qu'ils existaient. Et on a une reconquista un peu en pause qui se relancera après le siècle, tandis qu'on a la fin des invasions nordiques et des croisades et une christianisation du monde slave qui commence à s'opérer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi comme leçon? Moi, la leçon que je tirais de tout ce qu'on a dit, sur ces situations, c'est que la clé de tous ces peuples et de tous ces royaumes, de tous ces États, c'est la recherche de légitimité et de stabilité de succession, d'un système de transmission du pouvoir fiable. C'est la base de tout gouvernement, même aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez, on se pose des questions sur la légitimité de Macron. Vous voyez ? La Ve République a voulu créer un système d'onction quasi divine par la démocratie et le peuple français. Vous voyez ? Elle a réussi à créer ce système. Là, aujourd'hui, ce système est battu en brèche et remis en cause. Vous voyez ? Ce système, à l'heure actuelle, on commence à s'interroger sur la légitimité de Macron alors qu'il est élu. Non, c'est pour embrayer. C'est pour embrayer sur la légitimité. Vous voyez ? Aujourd'hui, Macron, il a beau être élu, plus grand monde n'y croit à son élection. Plus grand monde n'y croit. Là, c'est pour dire, moi je pense qu'on va, rien que pour ça, je pense qu'on va au-devant de gros troubles. Parce qu'en fait, nos présidents n'ont plus de légitimité aux yeux du peuple. Et ça, le jour où tu commences à avoir des troubles importants, c'est fini. C'est la même question. Qui détient la légitimité ? Dans l'Empire romain, il y avait la notion d'autoritas et de potestas.
L'auctoritas, c'est l'autorité symbolique. Et la potestas, c'est l'autorité temporelle active. C'est la même chose. Le pape veut se poser en gardien de l'auctoritas de l'Empire romain. Et la potestas est détenue par le Saint-Empire romain germanique. Et les deux sont en concurrence pour tenter de marcher sur les plates-bandes de l'autre. Et à côté de ça, les autres États tentent de se constituer une légitimité autre. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est tout le travail que va faire le roi de France. C'est aussi le travail que va essayer de faire que font les États de l'Ibérie pour tenter de se légitimer. Vous voyez ? Et à côté de ça, l'objectif, c'est de transmettre cette auctoritas, cette légitimité, à des successeurs qui soient les moins contestés possibles. Vous verrez, mais l'histoire anglaise, c'est une succession de guerres civiles et de merde, quoi. En France, on a relativement essayé d'échapper à ça. L'élection impériale est un système. Les royaumes ibériques vont être déchirés par des guerres fratricides entre eux. C'est pour ça que la Reconquista va être si longue. Même encore là, on en a encore pour 350 ans. Les États de l'Est, la Pologne n'y arrivera jamais vraiment. Elle aura quelques phases d'état de grâce quand elle aura des rois vraiment compétents, mais elle n'y arrivera jamais vraiment. La Hongrie y arrivera un peu plus. Avec Mathias Corvin, etc., dans les rois du 15e siècle, on va avoir des rois puissants qui vont réussir à le faire. Mais voilà l'enjeu du Moyen-Âge. C'est reconstituer, recomposer le monde et la légitimité politique après l'effondrement de Rome. Voilà. Et ben, c'est une magnifique conclusion. On a fini avec Macron. C'est plutôt une belle conclusion pour ce marathon, je trouve. Voilà. Ouais, je vais arrêter là l'enregistrement. De la vidéo. Je vais rester un petit peu en live 2 secondes. Mais après, je vais pas tarder. Il est déjà 2 heures. C'est la cata. C'est la cata. Mais en tout cas, voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'Europe de 1132. J'espère que ces 3 épisodes vous auront plu sur YouTube. Pour ceux qui suivent sur YouTube, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop ni en surface, ni en profondeur, que c'était assez agréable à suivre, pas trop lourd. Et ouais, après, il faudra ajouter des photos. Moi, c'est ça mon objectif. Hein. Là, je me suis servi du jeu pour alterner entre les différentes factions. Bah, de rien, écoute, mec. De rien. Pour alterner entre les différentes factions, c'était plus cool. Mais ensuite, je ferai avec des photos, etc. Des trucs un peu plus probants. Voilà, en tout cas, je vous rends l'antenne sur YouTube. Portez-vous bien. Si ça vous a plu, force à vous. Et à la prochaine. À la revoyure. N'hésitez pas à vous abonner. La cloche, la totale. Allez, ciao. Ciao à tout le monde sur YouTube.